L'eau est un milieu dispersif. Mathématiquement, la dispersion, un milieu dispersif, c'est un milieu dans lequel les ondes de longueur d'onde différentes vont se propager à des vitesses différentes. Donc, par exemple, l'apparition, la formation des arcs-en-ciel. La lumière du soleil, c'est une lumière blanche qui est constituée de plein de couleurs et chaque couleur est caractérisée par une longueur d'onde. Et quand la lumière du soleil traverse une goutte d'eau dans l'air, la goutte d'eau étant dispersif, l'eau étant un milieu dispersif, chaque couleur va se propager à une vitesse différente en fonction de la longueur d'onde. Donc, par contre, l'air n'est pas dispersif parce que justement, par exemple, au niveau des ondes sonores, heureusement que l'air n'est pas dispersif parce que sinon, on entendrait les sons graves avant les sons aigus et du coup, on entendrait une cacophonie. Mais il y aurait des arcs-en-ciel partout. Voilà, Les arcs-en-ciel sonores. Après, ouais, ça ferait des conversations, on ne comprendrait pas grand-chose quand même. C'est ça. Bonjour à tous et à toutes, très chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tête à Tête Chercheuse. Laissez-moi commencer par vous présenter l'équipe du jour, donc les personnes qui vont m'accompagner aujourd'hui, avant de vous dévoiler notre invité. À mes côtés, j'ai Ayman Moussa, maître de conférence, et Nastasia Poradier-Dutheil, chargée de recherche INRIA. On fait tous les trois partie du laboratoire Jacques Louis Lyons, qui est partenaire de production de cette nouvelle saison, aux côtés de l'Institut universitaire de France. Donc, bonjour Ayman et Nastasia. Bonjour Nathalie. Salut Nathalie, salut Nastasia. Ravie de vous revoir. Pareil, très content d'être là. Si vous voulez en savoir plus sur Ayman et Nastasia, que vous venez d'entendre, je vous invite à écouter le premier épisode de cette saison, parce qu'on a pris le temps de les présenter, chacune d'entre eux, on est revenu sur leur parcours, ils nous ont présenté leurs recherches. Donc, n'hésitez pas, je mettrai les liens dans la description de l'épisode pour les découvrir un peu plus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur eux que nous allons nous focaliser, mais sur notre invité du jour. Nous avons le plaisir d'accueillir Clémentine Courtès. Bonjour Clémentine. Bonjour Clémentine, donc bienvenue dans cet épisode et merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de te recevoir. Bonjour à tous les trois. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis très contente d'être ici. Alors Clémentine, tu es maîtresse de conférence à l'Institut de recherche mathématique avancée de l'Université de Strasbourg et tu fais également partie de l'équipe projet INRIA Macaron. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un macaron ? C'est ça. Alors, juste avant que tu nous dises, j'aimerais faire une petite digression sur les noms des équipes INRIA parce que quand même, je salue l'effort de toutes les équipes qui arrivent toujours à trouver des sigles ou des acronymes qui veulent vraiment dire quelque chose. Donc, ça a vraiment un sens scientifique et c'est toujours des mots un peu sympas, tu vois. Par exemple, voilà. Macaron. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Macaron, ça veut dire Machine Learning for Optimized Numerical Methods, c'est-à-dire l'apprentissage automatique pour des méthodes numériques optimisées. Et cette équipe, elle a vu le jour en avril 2024. Et avant, l'équipe s'appelait Tonus. Voilà, un autre. Alors, est-ce que vous avez on va dire l'habitude de manger des macarons quand vous... Alors, ça va être une habitude qu'on va développer. Comme l'équipe est toute nouvelle, j'espère que ce sera une habitude culinaire qu'on développera à chaque conférence. Toi, Nastasia, c'est pas mal aussi le nom de ton équipe, c'est Musclé, c'est ça ? Nous, c'est Musclé au féminin pluriel, donc EES, ce qui veut dire, si je me souviens bien, Mathematical Understanding Across Scales of Complex Living Ecosystems with Emerging Structures. Voilà. Magnifique. Je vous avais pas menti quand je vous disais que ça veut vraiment dire quelque chose. En plus, ça décrit vraiment bien l'équipe. Et ils trouvent toujours des mots sympas. Donc, c'est le plus gros du travail. J'imagine. Là, on est déjà en train de réfléchir au prochain nom pour dans 4 ans. Il faut au moins tout ce temps, j'imagine bien. Bon, super. Donc, ta réponse nous a donné quelques mots-clés qui, je pense, reviendront quand tu nous parleras de ta recherche. Donc, on a fait un petit peu des spoilers pour les auditeurs et auditrices qui sont impatients. Mais évidemment, donc, avant que tu développes et que tu nous expliques tes intérêts scientifiques, on va, comme d'habitude, revenir sur ton parcours et on va essayer de comprendre comment et pourquoi tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Donc, pour ce faire, est-ce que tu peux brièvement nous présenter ton parcours, on va dire en partant du lycée jusqu'à ton doctorat ou ton dernier poste, on va dire, temporaire. Et puis, on reviendra sur certains points avec toi. Ok. J'ai fait un baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques. Alors, à la base, c'est parce que je ne savais pas trop quoi faire plus tard. Et du coup, la section scientifique, c'était la section qui ne fermait le moins de portes possible.
Donc j'aimais bien les mathématiques, mais peut-être pas plus que la physique, la chimie, l'allemand, l'histoire. Enfin voilà, j'aimais à peu près toutes les matières. Mais j'avais des bonnes notes en mathématiques, donc j'avais choisi la spécialité mathématiques. Et au cours de ma terminale, j'ai commencé à découvrir des nouvelles mathématiques, notamment je me souviens le chapitre des congruences qui m'avait un peu intéressée. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est une congruence, c'est comme regarder l'heure sur une horloge. 13 heures correspond à 1 heure de l'après-midi, 14 heures, 2 heures, 15 heures, c'est 3 heures. Et donc on a réussi dans notre cerveau à associer 13 à 1, 14 à 2, etc. Donc les congruences, c'est ce principe-là. À partir d'un certain nombre, on repart de 0, 0, 1, 2, 3, etc. Donc je me souviens que ce chapitre m'avait un peu intéressée et j'avais l'impression du coup d'entrouvrir une porte avec des mathématiques nouvelles, et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit que les mathématiques après le baccalauréat ressembleraient sûrement à ça, c'est-à-dire des mathématiques qu'on n'étudiait pas forcément avant au lycée en filière classique, au lycée, au collège. Et donc, petit à petit, je pense qu'inconsciemment, ça a commencé à mûrir dans mon esprit. Et du coup, en février, au moment de faire ses vœux sur APB, l'ancêtre de Parcoursup, admission post-bac, voilà. J'avais l'idée de devenir enseignante en mathématiques, mais je voulais enseigner les maths après le bac, parce que c'était des maths que je pensais être intéressantes. Mais est-ce que c'était parce que tu pensais que l'enseignement était le seul métier possible où on faisait des maths ? Alors, je sais pas trop. Mais en tout cas, je sais qu'à ce moment-là, je me suis renseignée autour de moi pour savoir quelle formation faire pour être enseignante post-bac. Et à ce moment-là, on m'a dit la seule façon d'enseigner les maths après le bac, c'est d'être enseignant-chercheur. En fait, c'est faux. La seule façon. Voilà. Donc, cette information est fausse. Après, j'ai appris que c'était faux, qu'on pouvait être enseignant en classe préparatoire, qu'on pouvait être PRAC, donc professeur agrégé affecté dans une université, dans un IUT, dans une grande école d'ingénieurs. Mais voilà, moi à l'époque, je ne savais pas tout ça, et du coup, on m'a dit que pour enseigner les maths, il fallait être enseignant-chercheur. Et donc, à la fin de la terminale, je m'étais en tête, j'avais l'idée de devenir enseignant-chercheur. Je ne savais absolument pas ce qu'était la partie recherche. Mais je pense que j'étais tellement sûre de bien aimer la partie enseignement que je me suis lancée, et c'était l'idée que j'avais en tête, devenir enseignante-chercheur pour la partie enseignement. Il n'y avait personne dans ta famille en lien avec ces domaines-là, quoi, ni avec les maths, ni avec le monde universitaire. Non. C'est marrant parce que je pense que c'est bien la première fois que j'entends quelqu'un qui vise le métier enseignement-recherche pour la partie enseignement. Souvent, les gens, c'est plutôt, on te parle de ce métier pour la partie recherche et on te dit, et il faudra aussi enseigner. Mais le côté, tu veux enseigner, fais enseignant-chercheur. Bon, il y a aussi la recherche, mais pour enseigner, c'est assez original, je trouve. Oui, généralement, c'est l'inverse. Ben ouais. Du coup, donc, après ma terminale, je me suis inscrite dans une classe préparatoire. J'ai fait la filière MPSI, maths physique, sciences de l'ingénieur, puis MP étoile, maths physique. Et pendant ces années de classe préparatoire, je m'étais pas fermée de porte. C'est-à-dire, je m'étais dit, si finalement c'est le métier d'ingénieur que je veux, c'est pas grave, je bifurquerai vers le métier d'ingénieur. Mais je me fermais pas de porte. Mais quand même, à l'issue de ces 2 années de classe préparatoire, je voulais quand même toujours continuer à faire des mathématiques et à enseigner les mathématiques. Du coup, j'ai quand même passé les concours, notamment les concours de l'ENS, l'École normale supérieure. Et là, pardon, je t'interromps. À ce moment-là, à quel moment tu avais entendu parler de l'École normale supérieure ? C'est au moment des concours ou avant ? Non, je pense que c'est au cours de mes 2 années de scolarité en classe préparatoire. Ok. Je pense peut-être même dès la première année, on nous avait parlé un petit peu des différents concours qui existaient, notamment le concours de l'école normale supérieure. Donc je pense que c'est au cours de ces 2 années-là. En expliquant que c'était plutôt pour des gens à visée académique. Exactement. Oui. Oui. Ok. Et donc j'ai passé les concours, je n'ai pas été prise sur concours à l'école normale supérieure. Par contre, en parallèle, j'avais déposé un dossier. Et là, j'ai été prise à l'ENS de Cachan. Alors maintenant, elle s'appelle l'ENS Paris-Saclay, mais à l'époque, elle était encore à Cachan. Et donc, je suis rentrée à l'ENS de Cachan, mais sur dossier. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les étudiants qui rentrent sur dossier et les étudiants qui réussissent le concours, mis à part le statut de normalien
d'étudiant normalien et ce statut permet d'être payé pendant ces années d'études. Mais sinon, moi, au cours de mes 4 années à l'ENS, j'ai pas du tout vu de différence au niveau des professeurs. J'ai eu les mêmes cours, les mêmes examens, les mêmes diplômes à la fin. Et donc, comme je l'ai dit, la scolarité à l'ENS, c'est 4 ans. J'ai fait 2 années L3, M1. Et à l'issue de cette M1, j'ai passé un second concours qui permet à nouveau de rentrer à l'ENS, mais avec le statut normalien. Et donc cette fois-ci, j'ai réussi ce second concours-là. Et j'ai fini les 2 années de ma scolarité en étant élève normalienne de l'école. Et donc pendant ces 2 années-là, j'ai fait la préparation à l'agrégation et un M2, le M2 de l'université Paris-Saclay, qui est à Rossay, et qui à l'époque s'appelait M2 EDP et calcul scientifique. J'imagine qu'à ce moment-là, tu as réalisé que tu avais eu une petite mauvaise information. Voilà. À un moment dans ton parcours, qu'il y avait d'autres façons d'enseigner. Est-ce que ça a eu pour conséquence que tu te sois dit, peut-être que je vais pas faire enseignante-chercheuse, mais peut-être je vais enseigner en prépa ou... Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, parce que j'ai l'impression que le côté recherche, je l'ai vu dès ma première année à l'ENS, on avait des stages à faire, et dès la première année, dès la licence 3 à l'ENS, on a fait un stage au laboratoire de l'ENS, le CMLA, et j'ai tout de suite beaucoup aimé ce stage-là. Donc en fait, je n'ai jamais... c'était mon plan B. Enseigner en classe préparatoire, je pense que j'aurais beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup l'enseignement, et j'avais passé l'agrégation... aussi, mais c'était mon plan B. Mon plan A était d'essayer de tenter les concours d'enseignant-chercheur. En fait, cette personne qui t'a donné l'info te connaissait très bien. C'est ça. Elle a forcé le biais. C'est ça. Mais c'était un conseiller ou une conseillère d'orientation ou rien à voir? Non. Si. Alors, je me souviens être allée dans un CIO, un centre d'information et d'orientation de ma ville. Je me souviens aussi avoir demandé à une conseillère d'orientation au lycée. Alors, je ne sais plus qui m'a donné cette information-là. Mais finalement, pour moi, c'était très bien parce que c'est le métier que je fais actuellement et je suis très contente. mais je pense qu'il y a un lobby qui fait que c'est bien référencé enseignant-chercheur parce que moi aussi, quand j'ai recherché dans mon CDI, je sais plus, c'était un truc que tu cherchais par intérêt, etc. et tout, et c'est le métier qui était sorti. C'était le seul qui était sorti, enseignante-chercheuse. Donc je pense qu'il y a un petit lobby, ils sont bien référencés dans tous ces trucs. Et donc là, on a l'impression, quand on écoute ton parcours, que finalement, c'est plus une question de goût, d'appétence qui t'a dirigé un peu là où tu es aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même eu des rencontres à des moments, des gens qui t'ont orienté dans une direction ou une autre? Alors, si ce n'est pour ton choix de métier, peut-être pour ton choix de maths? Je dirais que au cours de ma scolarité, depuis le collège, j'ai toujours eu des professeurs de mathématiques qui étaient très bienveillants et surtout qui aimaient beaucoup leur matière, qui aimaient beaucoup enseigner et qui ont réussi à transmettre leur goût pour cette matière. Et notamment, ils ont réussi à rendre simples des concepts qui étaient peut-être parfois compliqués, à les simplifier, à les rendre limpides. Et j'ai, par exemple... Les cours que j'ai eus à l'ENS, que j'ai eus aussi dans le Master 2 d'Orsay, c'était des cours très riches, assez denses, mais finalement que j'ai beaucoup aimé parce qu'on a eu des super profs. Et avec le recul, je vois que ça a été des cours qui m'ont apporté une grande culture scientifique. Donc j'ai vraiment eu des très bons profs, j'ai l'impression, tout au long de ma scolarité, et je les en remercie. Et je voulais aussi remercier du coup les professeurs qui ont cru en moi. Par exemple, les professeurs qui m'ont pris sur dossier à l'ENS, ils m'ont permis d'avoir ma scolarité à l'ENS. Et les professeurs, les 2 professeurs qui m'ont encadré en thèse, ils ont accepté de m'encadrer en thèse. Mais d'ailleurs, parfait. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est fait? Comment tu t'es retrouvée à travailler avec ces gens-là sur ce sujet-là? Comment ça a matché? Est-ce que c'était une question de personne? Est-ce que c'était une question de sujet? C'était surtout une question de personne. Ces 2 professeurs que j'avais eus en cours au niveau du Master 2, j'avais beaucoup aimé leurs cours. Et du coup, je suis allée les voir en leur demandant si c'était possible, qu'ils m'encadrent en thèse. Et donc, des cours de quoi? Et c'était qui, ces professeurs? Alors, Frédéric Rousset, c'était un cours sur les EDP dispersives. Et Frédéric Lagoutière, c'était un cours sur les EDP hyperboliques. Et du coup, mon sujet de thèse s'intitule « L'analyse numérique des EDP hyperboliques dispersives ». Donc c'était vraiment Est-ce que tu peux redéfinir EDP? Voilà, alors EDP, c'est les équations aux dérivées partielles. Des EDP hyperboliques, c'est des EDP qui vont
modéliser des phénomènes physiques, par exemple, qui représentent des chocs. Donc, quand un avion passe le mur du son, c'est un choc. Et donc, On parle pas de crash. non, non, C'est aussi un choc. Voilà, très simple. Et des EDP dispersifs, c'est des EDP qui vont avoir lieu dans des milieux dispersifs. Alors, j'en parlerai peut-être un peu après si on évoque mes recherches, mais c'est des milieux dispersifs, c'est des milieux dans lesquels les ondes qui ont différentes longueurs d'onde vont se propager à différentes vitesses. Et donc, tous les deux ont accepté de m'encadrer en thèse. Et alors, comment est-ce que tu as vécu ta période en thèse? Parce que c'est le moment où vraiment on découvre le métier de chercheur-chercheuse et on est dans le grand bain, quoi. Comment ça s'est passé pour toi? J'ai beaucoup aimé mes 3 années de doctorat. J'ai beaucoup aimé le sujet que mes directeurs m'ont donné. Il y avait à la fois une partie théorique, à la fois une partie numérique. J'ai beaucoup aimé cette dualité. Et j'ai l'impression que mes directeurs m'ont très rapidement incité à donner des exposés en conférence, présenter mes travaux de recherche. Ils m'ont incité à collaborer dès la thèse avec des personnes autres que tous les deux. Et en fait, ils m'ont donné vraiment les clés pour devenir une chercheuse. Alors, je ne le savais pas à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais avec le recul, j'ai vraiment l'impression qu'ils m'ont donné toutes les clés en main pour devenir plus tard une chercheuse autonome. Et alors, c'est intéressant. Est-ce que tu te sentais déjà chercheuse à ce moment-là, pendant ta thèse? Je pense que non. Je pense que je me définissais comme doctorante. Ouais. Et pour moi, j'avais vraiment encore besoin de mes directeurs pour me débloquer, parce que parfois en thèse, il y a des hauts, il y a des bas, parfois on est bloqué. Et j'avais vraiment besoin de leurs idées, de leur intuition parfois pour de temps en temps me débloquer. Donc je me définissais plutôt comme une doctorante plus que comme une chercheuse. Tu parlais de haut et de bas, et pendant tout ton doctorat, tu étais sûr de vouloir continuer, candidater pour avoir un poste, ou il y a eu des moments où tu te disais c'est trop chaud, quoi? Alors, j'étais sûre de vouloir tenter les concours. Après, j'avais la tête sur les épaules et je savais que les concours sont difficiles et il y a peu de place. Et du coup, j'étais contente d'avoir l'agrégation en poche et d'avoir ce plan B-là de partir enseigner, qui en fait était un plan B qui sûrement m'aurait beaucoup plu parce que j'adore enseigner. Donc c'est un plan B que j'aurais vraiment pris plaisir à choisir si j'avais pas réussi les concours. Mais en tout cas, j'étais sûre de vouloir au moins tenter les concours de maître de conférence. Et alors, parfaite transition, parce que tu les as tentés et ça a marché. Et donc, on va pouvoir parler de ton métier d'aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux, on les a un peu évoqués, mais on va pouvoir un petit peu élaborer, partager avec nous tes thématiques de recherche? Alors du coup, donc moi je fais des mathématiques appliquées, surtout de l'analyse numérique, pour des équations aux dérivées partielles, des EDP, appliquées à la physique. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de maths pour modéliser la physique? Il y a beaucoup d'équations qui modélisent la physique, qui sont compliquées, qui sont complexes et qu'on ne sait pas résoudre à la main. Donc, on a besoin de les réécrire sous forme de schémas numériques, c'est des algorithmes qu'on implémente à l'ordinateur pour obtenir une solution, mais cette solution, elle est approchée. Ce n'est pas la solution exacte qu'on recherche, qui va être solution de notre équation. Et une fois qu'on a la solution approchée, il y a tout un processus pour essayer d'analyser cette solution et essayer de voir si elle est convergente, c'est-à-dire si elle est proche de la solution théorique qu'on voudrait obtenir, si l'algorithme va rapidement nous donner la solution, donc c'est la notion de vitesse de convergence, etc. Et donc tout ça, ça s'appelle l'analyse numérique, écrire le schéma numérique, obtenir la solution numérique, la solution à l'ordinateur, et analyser cette solution. Et donc moi, j'étudie l'analyse numérique, et depuis ma thèse, j'étudie surtout des EDP dispersives utilisées pour modéliser la dynamique des vagues. Alors, l'eau est un milieu dispersif, donc je l'avais dit tout à l'heure, mathématiquement, la dispersion, un milieu dispersif, c'est un milieu dans lequel les ondes de longueur d'onde différentes vont se propager à des vitesses différentes. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, j'ai 2 phénomènes à vous présenter. Le premier phénomène, c'est un phénomène optique, c'est l'apparition, la formation des arcs-en-ciel. La lumière du soleil, c'est une lumière blanche qui est constituée de plein de couleurs et chaque couleur est caractérisée par une longueur d'onde.
Et quand la lumière du soleil traverse une goutte d'eau dans l'air, la goutte d'eau étant dispersif, l'eau étant un milieu dispersif, chaque couleur va se propager à une vitesse différente en fonction de la longueur d'onde. Donc la couleur verte va se propager à une vitesse différente de la couleur rouge, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a l'apparition de l'arc-en-ciel. Wow, tu viens de nous expliquer donc, les arcs-en-ciel. Moi, je n'étudie pas les ondes lumineuses, j'étudie les ondes à la surface de l'eau, mais c'est exactement la même chose. Si par exemple, je suis sur la berge d'un cours d'eau et que je vois passer un bateau, le bateau va provoquer des oscillations du cours d'eau et je vais voir arriver vers la berge au début des vagues qui sont de grande amplitude, donc des vagues de hauteur grande et des vagues qui sont assez éloignées. C'est des vagues qui vont se propager à la vitesse la plus grande. Et après ces vagues-là, je vais voir arriver des vagues d'amplitude plus petite qui seront des vagues beaucoup plus resserrées et qui vont avoir une vitesse plus petite. Et donc ce phénomène-là, c'est le phénomène de dispersion. Et donc, alors que ces vagues sont créées au même moment, au passage du bateau. Mm-hmm. Et donc moi j'étudie ces vagues-là, enfin le phénomène de dispersion dans les cours d'eau, notamment avec des équations, donc l'équation de Korteweg-de Vries, le système ABCD qui est un système un peu, on va dire une équation de Korteweg-de Vries couplée, système ABCD. Voilà, donc c'est un système de 2 équations. On a une équation sur la surface du fluide, une équation sur la vitesse du fluide, et on l'appelle le système ABCD puisqu'il y a des paramètres A, B, C et D qui dépendent de la modélisation qu'on a choisie, en fonction par exemple de la hauteur d'eau à laquelle on regarde la vitesse du fluide. Ok. Jamais entendu parler de ça. Non, moi non plus. Et pourtant, on est aussi dans le domaine des EDP. Ouais, mais alors, c'est que tu tombes pas dessus par hasard. Hein. Si tu tapes ABCD sur Google, à mon avis, ça va pas remonter. Donc, je pense que si tu le cherches pas, en le connaissant, c'est compliqué de tomber dessus par hasard. Et du coup, ensuite, au cours des rencontres que j'ai pu faire avec d'autres enseignants-chercheurs, je me suis mis à étudier aussi d'autres équations. Et notamment, j'ai étudié également des équations issues du ferromagnétisme pour comprendre la dynamique des matériaux ferromagnétiques, donc en fait la dynamique des aimants. Et donc il faut savoir qu'il y a un phénomène qui se produit au niveau des aimants, qui s'appelle un phénomène de changement de phase, de transition de phase, qui un petit peu s'apparente à la transition de phase de l'eau. Donc par exemple, quand on chauffe de l'eau liquide, arrivé à une certaine température, la température d'ébullition, qui correspond à 100 degrés Celsius à pression atmosphérique classique, l'eau liquide devient vapeur d'eau. Et ben on a un phénomène un petit peu comme ça au niveau des aimants. Quand on chauffe un matériau ferromagnétique, arrivé à une certaine température critique, on appelle la température de Curie, le matériau perd sa propriété d'aimantation, il n'est plus aimanté. Et par exemple, si y avait des objets qui étaient collés à cet aimant parce qu'ils étaient attirés par l'aimant, les objets vont tomber quand on chauffe l'aimant, puisque la propriété d'aimantation n'est plus là. Et donc, avec des physiciens, avec des mathématiciens, on essaye de modéliser tout ça au moyen d'un code informatique, d'un schéma numérique, pour essayer de retrouver mathématiquement les résultats obtenus avec des expériences physiques. Et donc, il y a aussi plein de questions mathématiques sur cette équation-là. Alors, du coup, la question que je me pose, c'est que donc, tu fais des mathématiques appliquées, et comme on aime souvent dire avec Nastasia, il y a mathématiques appliquées et mathématiques appliquées. Il y a un spectre d'applications qui va de trucs en fait super théoriques à des trucs vraiment super appliqués. Est-ce que les schémas que tu as développés sont vraiment utilisés, je sais pas, dans le monde de l'industrie, ou ont servi de base pour des choses qui sont utilisées dans l'industrie, ou vous êtes un petit peu plus curseur côté théorique? Tu te situes où? Je suis quand même plus curseur côté théorique. Je fais des mathématiques appliquées, mais les schémas que j'écris, moi, ils me servent ensuite à étudier la solution numérique que j'obtiens, à l'étudier d'un point de vue mathématique. Okay. Donc, je ne vais pas essayer d'avoir des schémas qui soient utilisables au niveau industriel. Ok. Si je peux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui t'écoute, tu disais que les expériences démontrent que les aimants perdent leur aimantation au bout d'une certaine température de Curie. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin des mathématiques pour reproduire ce phénomène par des simulations numériques, puisqu'on l'a déjà prouvé par des expériences? Qu'est-ce que ça nous apporte? Je pense que parfois, quand une expérience, par exemple, une expérience physique ne marche pas,
elle peut ne pas marcher pour plusieurs raisons. Par exemple, on s'est trompé dans le protocole expérimental. Cette journée-là, il y avait une pression atmosphérique qui était différente ou des conditions des conditions au niveau de l'environnement qui ont fait que l'expérience n'a pas pu marcher. Ou alors parce que l'expérience ne peut pas marcher, parce que scientifiquement, elle ne peut pas marcher. Faire l'expérience à l'ordinateur, ça permet d'éliminer tous ces petits artefacts qui seraient liés à une mauvaise manipulation ou à un environnement extérieur qui ce jour-là n'était pas propice. Vraiment, à l'ordinateur, on peut enlever la gravité, on peut enlever la pression atmosphérique. Et donc, ça permet vraiment de s'assurer que le résultat est possible ou pas. C'est pas une erreur de manipulation. Si le résultat ne marche pas, c'est peut-être parce que notre intuition est totalement fausse. D'accord. Et c'est aussi ça peut être utilisé comme confirmation du modèle, Oui, de l'équation. aussi. Et du coup, une fois que le modèle est confirmé du point de vue théorique, peut même être utilisé pour essayer de deviner d'autres expériences qu'on devrait à nouveau tester. Et justement, t'as raison, quand on devine des expériences, en fait, faire des expériences à l'ordinateur, parfois, c'est beaucoup moins coûteux que des vraies expériences en pratique. Et alors, peut-être pas en physique, mais dans certaines sciences, il y a aussi, quand on fait des expériences, il y a des questions d'éthique derrière, ce qu'il n'y a pas quand on fait une expérience à l'ordinateur. Tout à fait, oui. En biologie notamment. Voilà. Ok, ben en tout cas, c'était vraiment expliqué de façon super claire. Merci beaucoup. En plus, au passage, je veux dire, moi, je vais rentrer, je vais expliquer les arcs-en-ciel à mes enfants. Donc vraiment, c'est super. Merci beaucoup. J'ai une question. Juste, quelle est la différence entre l'air et l'eau? Alors pourquoi l'un est dispersif et l'autre non? Enfin, ou l'inverse, tu sais, d'un niveau physique, ce qui se passe au niveau des molécules? Alors, au niveau des molécules, je ne sais pas. Par contre, c'est très bien de dire que l'air n'est pas dispersif, parce que justement, par exemple, au niveau des ondes sonores, heureusement que l'air n'est pas dispersif, parce que sinon, on entendrait les sons graves avant les sons aigus. Et du coup, on entendrait une cacophonie. Mais il y aurait des arcs-en-ciel partout. Voilà. Les arcs-en-ciel sonores. Après, ouais, ça ferait des conversations, on comprendrait pas grand-chose quand même. C'est ça. Bon, super. On va finir cette partie sur ta recherche. Juste est-ce que tu peux brièvement un petit peu décrire tes journées pour les gens qui connaissent pas le métier et puis nous dire très rapidement qu'est-ce qui te plaît dans ce métier d'enseignante-chercheuse? Alors, c'est difficile de décrire une journée type parce qu'en fait, on n'a pas de journée type. Toutes les journées sont différentes. Donc, ce que je peux faire, c'est lister toutes les activités que je peux faire dans une journée. Alors, je ne les fais pas toutes dans une journée, bien sûr. Mais donc, si on parle de l'enseignement, je peux être amenée à préparer un cours, donner un cours devant des étudiants, corriger des copies, recevoir des étudiants dans mon bureau parce que je les encadre en projet, en mémoire, en stage. Pour la recherche, je peux être amenée à lire un article pour me donner des idées pour ma propre recherche. Je peux être amenée à coder un algorithme informatique, à le tester sur plusieurs cas tests, sur plusieurs configurations. Je peux être amenée à écouter d'autres collègues présenter leurs travaux de recherche. Je peux être amenée moi-même à expliquer mes travaux de recherche. Et après, il y a toutes les tâches administratives, donc on peut être amené à participer à des conseils du laboratoire pour prendre collégialement des décisions sur le laboratoire, à participer à des commissions pédagogiques pour prendre des décisions pour le côté enseignement. On peut être amené à organiser des conférences et aussi on peut être amené à faire des actions de médiation scientifique auprès de lycéens, de collégiens et du grand public. Et enregistrer des podcasts. Et enregistrer des podcasts. Exactement. On est lundi. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui te plaît particulièrement? J'aime beaucoup la liberté qu'on a. Liberté dans les thématiques de recherche qu'on peut choisir nous-mêmes. Liberté au niveau des collaborations qu'on peut faire. On n'est pas du tout obligé de collaborer avec les personnes qui sont dans la même université que nous. On peut vraiment collaborer avec les personnes qu'on veut. J'aime beaucoup aussi le côté très multitâche du métier. On est vraiment amené à faire plein d'activités très diverses et plein de tâches très diverses. Ouais, c'est une réponse qui revient souvent, la liberté et la pluralité des tâches qu'on peut faire. Et ben super, et ben écoute, merci beaucoup. Donc on en sait plus sur tes intérêts, tu nous as superbement bien expliqué et on a compris ce qui te plaît. Merci d'avoir partagé avec nous ta vision et ta pratique du métier. Et ben on va pouvoir passer aux cartes blanches de cet épisode. Donc on commence avec la tienne, Nastasia.
De quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui ? Alors, merci Nathalie de me donner l'occasion de partager avec vous tous et vous toutes la vie d'une mathématicienne que j'ai découverte en préparant cet épisode et qui s'appelle Sofia Kovalyevskaya et qui est une mathématicienne russe du 19e siècle. Donc je vais essayer de vous raconter un petit peu les faits qui m'ont marqué de sa vie et de son parcours en me basant sur un livre que j'ai trouvé extraordinaire qui s'appelle Kovalyevskaya, l'aventure d'une mathématicienne, dans une série qui s'appelle Un savant, une époque, et qui a fait aussi beaucoup de livres qui racontent les vies d'autres mathématiciens. Et donc ce livre a été écrit par Jacqueline Détraz et se compose de 3 parties. La première est une autobiographie, donc écrite par Sofia Kovalyevskaya elle-même, et qui raconte son enfance, parce que Sofia Kovalyevskaya, comme je vais vous raconter, s'intéressait autant à la littérature qu'aux mathématiques. Un peu comme Grothendieck dont tu nous as parlé l'épisode précédent, Ayman. La deuxième partie du livre est une biographie qui a été écrite par la meilleure amie de Sofia Kovalyevskaya, donc une contemporaine, et qui s'appelle Anne-Charlotte Leffler. Et puis la troisième partie du livre est un résumé des travaux de Sofia Kovalyevskaya par l'autrice du livre. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce personnage. Mais donc, commençons par le début. Elle est née en 1850 à Moscou. Et donc, pour vous situer, c'est à peu près 2 ans avant la mort d'Ada Lovelace, une autre mathématicienne très influente, et 17 ans avant la naissance de Marie Curie, pour vous situer un petit peu, et puis 32 ans avant Virginia Woolf et Amy Noether. Donc voilà, c'est un peu une époque difficile pour les femmes, mais en même temps avec des pionnières avant et après elles qui ont continué à faire avancer la place des femmes dans la science, et c'est un rôle que Kovalyevskaya a pris à cœur aussi. Et donc elle naît en Russie, et elle reçoit une éducation comme le voulaient les familles riches de cette époque, principalement chez elle par des gouvernantes, des précepteurs qui venaient l'éduquer à la maison. Donc elle est plutôt timide et réservée. Elle voue une grande admiration à sa sœur Anna, qui est de 6 ans son aînée, et qui aspire à devenir écrivaine. Et donc Sofia, elle, démontre dès l'enfance de grandes facilités pour les mathématiques. Et cet intérêt pour la science est cultivé par sa relation avec ses 2 oncles qui sont passionnés de science et qui sont prêts à partager leur culture mathématique avec la petite Sofia, ce qu'elle rapporte dans ses récits d'enfance. Elle rapporte aussi une anecdote amusante qui est la suivante. Lorsque toute la famille s'installe dans leur maison de campagne qui se trouve dans un petit village, il manque du papier peint pour couvrir toutes les pièces de la maison. C'est une anecdote que tu as sûrement déjà entendue, Nathalie. Et donc, il en manque pour la chambre des enfants. Donc, la famille a de l'argent, mais c'est un peu compliqué de faire venir du papier peint depuis la grande ville, Saint-Pétersbourg. Donc, ils décident de recouvrir les murs de la chambre avec des brouillons qui proviennent d'un cours de mathématiques du père que le père de Sofia Kovalyevskaya avait suivi dans sa jeunesse. Et donc, ce sont des feuilles lithographiées d'un cours de mathématiques d'Ostogradsky, donc un mathématicien russo-ukrainien du 19e siècle, sur le calcul intégral et différentiel. Donc ça, c'était le papier peint de la chambre de Sofia Kovalyevskaya. C'est celui de la formule de Green et Ostrogravsky, finalement. Alors, oui, c'est cet Ostrogravsky, oui, qui est là. Okay. Ouais. Et donc Sofia raconte dans son autobiographie qu'elle passe de nombreuses heures en tant qu'enfant à essayer de déchiffrer ses formules et de retrouver l'ordre des pages qui sont sur le mur, de savoir ce qui suit quoi. Voilà. Et donc elle raconte aussi. De TikTok. Hein. Exactement. Elle avait des occupations plutôt sérieuses. Et elle raconte que elle a eu des flashs un petit peu plus tard dans sa vie, lorsqu'elle a commencé à étudier les mathématiques de façon plus poussée, des formules qui lui revenaient un petit peu en mémoire ou des mots qu'elle avait déjà aperçus dans son enfance, même si évidemment elle ne pouvait rien comprendre à ce qui était sur le mur, mais en tout cas ça a peut-être inspiré une partie de sa vocation, même si évidemment c'est pas une condition suffisante, puisque par exemple sa sœur n'a jamais fait de mathématiques. Et elle était dans la même chambre ? Elle était dans la même chambre, voilà. Bon. Donc il ne suffit pas de tapisser les chambres de vos enfants pour qu'ils deviennent mathématiciens. C'est ça. Donc aux parents qui nous écoutent, ne faites pas ça chez vous. Il n'y a pas de garantie de résultat. Et donc Sofia et sa sœur Anna tenaient à étudier. Donc, pour étudier à cette époque, c'était compliqué. En Russie, l'accès aux universités était interdit aux femmes, et puis même les familles ne laissaient pas facilement partir leurs enfants.
Et donc pour ça, j'ai un exemple particulièrement marquant que je voudrais vous lire du livre que j'ai sous les yeux. Donc ça parle de la relation de Anna, donc la sœur de Sophia, avec son père. Donc Anna, elle, était aspirante écrivaine et avait commencé à échanger des lettres avec le grand écrivain Dostoïevski, qui l'encourageait et avait même publié certains de ses écrits dans des journaux. Et donc, malheureusement, le père des deux sœurs tombe sur ces lettres de Dostoïevski et pique une colère incroyable et dit ces mots qui sont tirés du livre de Sophia. « Une fille qui engage une correspondance avec un inconnu à l'insu de son père et de sa mère et qui reçoit de l'argent de lui est capable de tout. Aujourd'hui, tu vends ta prose, le temps viendra peut-être où tu te vendras toi-même. » Ouf. Voilà l'ambiance Ambiance. Ah ouais, ok. dans laquelle les deux sœurs sont élevées. Et donc, les deux sœurs veulent partir étudier à l'étranger, mais évidemment sans le consentement de leurs parents. Et donc, elles ont recours à une ruse qu'employaient beaucoup de jeunes de l'époque qui faisaient partie d'un mouvement politique et un courant de pensée qui s'appelait le nihilisme, qui principalement s'opposait aux valeurs traditionnelles des générations précédentes et qui prônait l'émancipation des femmes. Cette ruse consiste à contracter un mariage fictif avec une personne d'accord, une personne choisie. Et donc là, dans ce cas, Sofia Kovalevskaya réussit à convaincre un jeune biologiste, paléontologue, de l'épouser. Donc le mariage n'est effectif dans le sens où ce n'est pas un mariage d'amour, mais c'est un mariage pratique, voilà. De science dans ce cas-là, un mariage pratique, de façon à ce que la jeune fille puisse s'émanciper de ses parents et partir à l'étranger, étudier avec ce jeune homme qui de toute façon lui aussi voulait partir étudier à l'étranger. Est-ce que tu sais si les parents savaient que c'était un arrangement ou pas? Est-ce que parce que ce qui m'interpelle, c'est est-ce qu'ils se satisfaisaient de on sauve les apparences et c'est pas grave si c'est je crois qu'ils le découvrent par la suite. Ah, donc ils savaient pas à la base. Ouais. Oui. Et donc Sofia épouse ce Vladimir Kovalevski, qui en fait lui donne son nom. Donc Sofia Kovalevskaya, c'est en fait le nom de ce mari qui lui a permis de ensuite partir à l'étranger. Et donc ils partent tous les deux pour étudier à Heidelberg, en Allemagne, qui est à l'époque un grand centre universitaire. Excuse-moi, je te coupe. Du coup, elle s'appelle pas Kovalevskaya en fait. Non, pas du tout. C'est pas son nom de jeune fille. D'accord. Et donc ils partent tous les deux à Heidelberg pour étudier. Et donc Sofia réussit à obtenir l'autorisation de professeurs afin de pouvoir suivre leurs cours, parce qu'évidemment l'université n'autorise pas non plus la présence des femmes, et donc elle doit demander individuellement à chacun des professeurs s'ils veulent bien l'inclure dans son cours, ce qu'ils font, et donc là ils découvrent que c'est une élève particulièrement douée, et donc elle commence déjà à obtenir une certaine reconnaissance dans la ville d'Heidelberg. Et sous les conseils de ses professeurs qui voient qu'elle réussit vraiment très bien en mathématiques, elle se rend ensuite à Berlin pour rencontrer l'éminent mathématicien Weierstrass et lui demander de participer à ses cours à lui. Et donc Sophia rencontre Weierstrass à Berlin et essaye de le convaincre de lui donner des cours. Donc là, il y a une autre anecdote selon laquelle, encore une fois à Berlin, elle n'a pas l'autorisation d'assister à ses cours. Donc elle doit persuader Weierstrass de lui donner cette fois-ci des cours particuliers, donc en plus de ce qu'il fait comme cours à l'université. Donc il faut vraiment que ça soit une occasion spéciale. Et donc Weierstrass l'atteste en lui donnant un ensemble de problèmes à résoudre que Sofia Kovalevskaya réussit assez rapidement et avec des méthodes très novatrices. Et donc Weierstrass est particulièrement impressionné par son travail et accepte de lui donner des cours particuliers. Et puis, en fait, ça va commencer une relation professionnelle et amicale entre Weierstrass et Kovalevskaya qui durera toute leur vie. Et je voulais aussi vous lire un extrait d'une lettre de recommandation que Weierstrass fait lors de la soutenance de thèse de Sofia Kovalevskaya, qui du coup, après avoir étudié sous sa direction, écrit 3 mémoires qui résument les travaux qu'elle a fait avec lui et qu'elle soumet pour obtenir le titre de doctorat, ce qu'aucune femme n'avait encore obtenu à l'époque. Et donc, Weierstrass écrit cette lettre de recommandation en parlant de Sofia. Personnellement et sans hésitation, j'aurais accepté chacun de ces travaux comme dissertation doctorale. Mais étant donné que c'est la première fois qu'une femme postule pour un tel diplôme en mathématiques, non seulement la faculté a de bonnes raisons d'être exigeante, mais c'est aussi l'intérêt de la candidate et le mien.
Voilà, donc en fait, Sophia a réussi à obtenir le titre de docteur en mathématiques avec 3 fois l'équivalent de ce qu'il fallait à l'époque pour obtenir un titre. Mais elle réussit grâce à l'appui de Weierstrass, évidemment grâce à son talent. Et donc, suite à cette dissertation, donc ses mémoires, elle va pas mal voyager en Europe, elle rentre en Russie, mais malheureusement les universités sont toujours hors d'accès pour les femmes, déjà en tant qu'étudiante, mais d'autant plus en tant que professeure. Elle cherche aussi un poste à Berlin, mais là aussi la porte est fermée. Et finalement, elle rencontre le mathématicien Gustav Mittag-Leffler, qui est un mathématicien suédois qui travaille dans le même domaine qu'elle, c'est-à-dire dans les équations dérivées partielles. Et elle obtient grâce à lui un poste provisoire à l'université de Stockholm, en Suède. Et donc c'est un poste provisoire qui, plus est payé par les auditeurs, c'est-à-dire qu'elle n'est pas payée par l'université afin de donner des cours, mais ce sont les auditeurs, donc les étudiants, qui payent chacun pour suivre le cours. Au chapeau, quoi. Voilà. C'est vraiment ça. L'université ne prend pas de risque. Aucune université n'avait engagé de professeurs femmes jusqu'à ce moment dans l'histoire. Attends, c'est un concept qu'ils ont inventé pour elle, le chapeau. Ouais, j'ai pas le détail. Parce que sinon, là, quand même... C'est étrange. Enfin, au bout d'1 an, les cours de Sophia ont tellement de succès que l'université accepte de l'engager avec un vrai contrat de 5 ans, donc qui sera renouvelé plusieurs fois pendant sa carrière, si j'ai bien compris. Et elle devient officiellement la première femme professeure d'université en Europe. Wow. Et donc elle s'installe en Suède. Elle devient rédactrice notamment du journal Acta Mathematica, qui est un journal vraiment très connu dans plusieurs domaines des mathématiques, dans les mathématiques en général. Donc c'est la première femme à devenir membre d'un comité de rédaction d'un journal de sciences. Elle développe une amitié avec la sœur du mathématicien Gustav Mittag-Leffler, qui est l'écrivaine Anne-Charlotte Leffler, et qui, elle, écrira cette biographie dont je vous ai parlé au début. Et la vie de Sofia Kovalevskaya a des hauts et des bas. Elle a beaucoup d'événements tragiques lors de sa vie, dont la mort de son mari, plus tard la mort de sa sœur, donc qui font qu'elle trouve la vie plutôt difficile. Dans la biographie est aussi mentionné le grand intérêt de Sofia pour la littérature. Elle a notamment écrit plusieurs livres, dont son autobiographie et un roman. Et donc elle fait au cours de sa vie plusieurs allers-retours entre Stockholm, Moscou, Berlin, Paris. Elle se trouve assez malheureuse au bout d'un certain temps à Stockholm et aimerait quitter la ville pour retourner soit en Russie, soit à Paris, mais là les portes sont toujours fermées. Un autre extrait qui m'a marqué, qui est une lettre du ministre russe de l'Intérieur, qui décrit ainsi le fait de refuser l'accès à l'université à Sofia Kovalevskaya. Donc il dit « Sofia Kovalevskaya, qui a acquis une grande réputation à l'étranger par son travail scientifique, n'est pas moins connue de nos mathématiciens russes. Le brillant succès de notre compatriote à l'extérieur est d'autant plus remarquable qu'il n'est pas dû à une expression de fierté nationale et qu'il ne doit être attribué qu'à ses qualités supérieures. Mais, comme les chaires de nos universités sont fermées aux femmes, quelles que soient leurs capacités et connaissances, il n'y a pour Madame Kovalevskaya en Russie aucun poste aussi gratifiant et rémunérateur que celui qu'elle occupe à Stockholm. » Ouais, vous êtes excellente, mais vous êtes une femme, donc fin de non-recevoir. Donc ça, c'est les portes qui se ferment un petit peu devant Sophia, malgré sa grande reconnaissance, même à l'époque, par ses pairs. Elle a des relations avec beaucoup de mathématiciens qui sont restés extrêmement connus. Et voilà. Et donc, malheureusement, la fin de sa vie est tragique. Elle prend froid et meurt en 1891, donc à 41 ans. Elle est morte jeune. Elle est morte très jeune, voilà. Ah. Et donc, elle a une dizaine d'articles publiés et des travaux scientifiques très reconnus. Notamment, elle a participé elle a donné son nom à un théorème, le théorème de Cauchy-Kovalevskaya, par lequel elle démontre l'existence et l'unicité de la solution d'une équation dérivée partielle. Et un de ses autres travaux très connus est la résolution explicite des équations décrivant la rotation d'un solide autour d'un point fixe, dans un cas particulier, mais un cas qui généralise des travaux précédents d'Euler et de Lagrange. Donc pour vous dire un peu le niveau qu'elle pouvait avoir. Waouh, c'était quelqu'un... Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'elle n'a pas brisé juste le plafond de verre, elle en a brisé plein, en fait. Oui. C'était la première doctorante, c'était la première femme prof en Europe. La première membre d'un comité de rédaction. C'est ça, c'est...
Voilà. Mais pour conclure, la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de cette femme, ce n'est pas pour vous donner un autre exemple de personnalité absolument incroyable qui est impossible à reproduire, mais c'est que c'était une personne avec plein de facettes qui s'est intéressée à beaucoup de choses. Elle s'est intéressée autant à la littérature qu'aux mathématiques. Donc toute sa vie a été un combat pour devenir professeur et être reconnue en tant que femme. Mais c'était une personne très émotionnelle et qui montre que les mathématiciens sont des personnes humaines, ce qu'on a peut-être tendance à oublier dans le stéréotype qui accompagne notre métier. Et voilà. Et enfin, je voulais finir sur le fait que les discriminations qu'elle a subies tout au long de sa vie, certaines d'entre elles sont encore très actuelles, comme le fait qu'une femme doit faire le double ou le triple du travail d'un homme pour arriver à être reconnue au même titre. Et donc voilà, c'est une histoire que je trouve encore très actuelle. Et ça, c'est pas juste une impression, c'est statistiquement établi. On en discutait avec Nastasia. Alors malheureusement, ça va être très flou ce que je vais raconter parce qu'on n'a pas réussi à retrouver la référence. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle l'a pas dit. Exactement. Mais moi, je le dis quand même, malgré le manque de référence. Mais on avait assisté toutes les deux à un exposé d'une personne qui travaillait sur les discriminations de genre dans les sciences. Et en fait, ils avaient mesuré que pour un poste, les profils de femmes qui candidataient et les profils d'hommes qui candidataient, et ben les femmes, elles étaient bien plus qualifiées que les hommes en fait pour envisager les mêmes postes et pour être envisagées. Donc c'est quantifié, c'est pas juste une impression. Tout à fait. Et donc pour conclure, je voulais aussi vous lire ce passage qui parle de l'intérêt de l'amour de Sofia Kovalevskaya à la fois pour les maths et pour la littérature. Donc elle dit: je comprends votre surprise de me voir travailler aussi bien en littérature qu'en mathématiques. Bien des gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'en savoir plus sur les mathématiques les réduisent à l'arithmétique et les considèrent comme une science sèche et aride. C'est pourtant la science qui exige le plus d'imagination. Un des mathématiciens les plus éminents de notre siècle a dit avec beaucoup de justesse qu'il était impossible d'être mathématicien si l'on n'avait pas l'âme d'un poète. Oh. C'est joli. Ouais. Oui, c'est très bien de finir sur ça, c'est très joli, ça laisse de quoi rêver, rêvasser aux gens qui écoutent. Mais c'est vrai que maths et poésie, c'est quand même... Est-ce que c'est souvent associé dans l'imaginaire? Parce que pour nous qui les pratiquons, finalement, ça paraît assez naturel, mais je ne sais pas si c'est l'image que les gens en ont. Non, je ne dirais pas que c'est l'image que les gens en ont, mais tu parlais d'émotions, de ressenti. Je pense que dans la pratique des maths, l'intuition, quoi, c'est quelque chose qui est connecté d'une manière à nos sens, quoi, d'une manière ou d'une autre. Là, pour moi, c'est un lien un peu naturel avec... Oui, mais je pense que dans l'imaginaire collectif, un mathématicien, il est beaucoup plus pragmatique, alors qu'un poète va au contraire être dans l'imaginaire, justement. La créativité, c'est vraiment un aspect qui ressort pas souvent dans les caractéristiques que les gens pensent devoir être nécessaires pour être mathématicien, mathématicienne, alors que la créativité fait vraiment partie de notre métier. Les processus mathématiques, oui. Et parmi nos collègues, moi je connais plusieurs personnes, dont une qui peint, une qui fait de la musique à très haut niveau, une qui fait du sport à très haut niveau, ou du sport artistique. Il y a vraiment... Des ponts. Des ponts. Oui, tout à fait. Eh bien, merci d'avoir fini sur cette jolie note. On va passer à la carte blanche de notre invité du jour. Alors, Clémentine, de quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui ? Alors, je voulais vous parler des sociétés savantes en mathématiques. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, des sociétés savantes en mathématiques, ce sont des associations à but non lucratif qui ont pour but de promouvoir les mathématiques et la recherche en mathématiques. Donc, en France, on a 3 sociétés savantes en mathématiques. L'ASMF, Société mathématique de France, l'ASMAI, Société de mathématiques appliquées et industrielles, et la SFDS, la Société française de statistique. Donc je vais peut-être revenir un petit peu sur la création de ces 3 sociétés. Donc la SMF, c'est la plus ancienne, donc Société mathématique de France, c'est la plus ancienne et elle a été créée en 1872, donc c'est même une des plus anciennes sociétés mathématiques du monde. Et pour la petite note historique, elle a été créée suite à la défaite de la guerre de 1870 face aux Allemands, donc la France a perdu, et le gouvernement français a pensé que si on avait perdu la guerre, c'est que potentiellement on avait un déficit technologique et scientifique. Le gouvernement français d'alors a essayé de mettre l'accent sur les sciences, les technologies pour essayer de combler ce potentiel déficit. Et donc c'est comme ça que la SMF a été créée.
Donc on a 3 sociétés savantes, tu vas parler des autres par la suite, mais les autres qui ont une vocation un peu applicative par rapport à la première. Mais la première, dans son histoire, dans sa genèse, elle est liée à une forme d'application attendue, quoi. Ouais. Oui, effectivement. C'est marrant, oui, t'as raison. Une application militaire. En tout cas, c'était dans un contexte de mise en avant des sciences, des technologies pour essayer de combler ce déficit qu'on avait en 1870, du coup. Et donc, la deuxième société mathématique qui a été créée, c'est la SMAI, Société mathématique appliquée et industrielle, qui a été fondée en 1983, donc 101 ans après la SMF. Elle est plus tournée vers les mathématiques appliquées, donc au sens large, ça va être calcul scientifique, analyse numérique, maths financière, mathématiques pour la biologie, optimisation, simulation. Et la dernière société fondée, c'est la SFDS, la Société française de statistique, qui a été fondée en 1997 et qui, elle, se tourne plus vers les statistiques et les sciences des données. Et alors, je voulais vous présenter les gros points, les gros objectifs de ces 3 sociétés savantes en mathématiques, et ensuite vous présenter quelques actions que moi auxquelles j'ai pu participer et quelques soutiens que j'ai eus de la part de ces sociétés savantes-là pour essayer un peu de personnaliser ma carte blanche. Donc les différentes actions générales de ces sociétés savantes, ça va être premièrement de mettre en lumière les avancées de la recherche mathématique, donc avec le soutien à l'organisation de colloques, de congrès, de conférences, et aussi le soutien à la participation des jeunes à ces congrès et colloques et conférences. Il y a un fort objectif de réflexion autour des enseignements que ce soit au lycée et post-bac aussi, puisque les 3 sociétés savantes régulièrement publient des tribunes, des lettres ouvertes, des points de vue sur des sujets qui pourraient potentiellement être problématiques, comme par exemple la réforme du bac, qui a diminué drastiquement les nombres d'heures de mathématiques dans le cursus général au bac, enfin au lycée. Il y a eu aussi des lettres ouvertes sur la réforme du CAPES, sur la possibilité de faire des M2 recherche après l'agrégation qui maintenant devient peut-être un peu plus difficile avec des réformes récentes. Et donc, en tout cas, toutes ces sociétés savantes-là, elles constituent une sorte d'interlocuteurs privilégiés auprès des instances gouvernementales, et elles font porter la voix de toute la communauté mathématique auprès du ministère et des instances gouvernementales. Et elles ont aussi un objectif de participer à la diffusion des mathématiques auprès des professionnels, puisqu'elles publient des articles scientifiques, mais aussi auprès du grand public, auprès des lycéens, des collégiens, avec des actions de médiation. Et alors pourquoi est-ce que moi j'ai décidé de parler de ces sociétés savantes ? C'est premièrement parce que je pense qu'elles ont un grand rôle et qu'elles jouent un grand rôle dans cette notion de communauté mathématique. Elles fédèrent toute la communauté mathématique. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, j'ai pu bénéficier d'un soutien à différents moments de ma jeune carrière, on va dire. À différents moments, j'ai pu bénéficier de soutien de ces sociétés savantes. Alors, je vais plutôt parler d'actions de la SMF et de la SMAI et un peu moins de la SFDS, puisque thématiquement, je ne fais pas de statistiques et d'analyse de données dans mes recherches. Donc, par exemple, je vais citer quelques actions dans l'ordre chronologique. En 2014, alors que j'étais toute jeune diplômée de M2, j'ai pu participer au FEM. Le FEM, c'est le Forum Emploi Maths. Récemment, on l'a rebaptisé Forum Entreprise Mathématiques, mais c'est la même chose. Ils ont gardé le E. Voilà. C'est ça. Pour pas changer tous les logos. On sait tout ce que c'est très dur de trouver un acronyme. Et du coup, j'ai pu participer au FEM, qui est un forum, un salon qui met en liaison des diplômés, des étudiants diplômés de mathématiques avec des entreprises. Donc même si à l'époque, j'espérais pouvoir tenter les concours de maître de conférence, personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant de voir les différents débouchés qui existent avec un Master 2 de maths ou même avec une thèse de maths, les débouchés qui peuvent exister en entreprise.
J'ai ensuite, au long de mes années de thèse et même plus tard, maintenant que je suis enseignante-chercheuse, j'ai souvent participé à des congrès organisés par la SMAI. Alors il y a le congrès SMAI, la biennale de la SMAI, qui est un congrès qui a lieu tous les 2 ans, les années paires. Et j'ai pu aussi participer au CANUM, qui veut dire le congrès d'analyse numérique, qui est un congrès qui aussi est organisé par la SMAI, mais toutes les années impair. Et c'est participer en tant que doctorante à ces congrès-là m'a permis de présenter mes travaux, mais surtout m'a permis de rencontrer des chercheurs d'autres universités que l'université dans laquelle je faisais ma thèse. Et par exemple, lorsqu'on cherche des postdocs, c'est très utile d'avoir un réseau de chercheurs et de connaître des chercheurs qui travaillent dans notre domaine, qui ne sont pas dans notre université. Donc ces congrès-là sont organisés par des universités différentes chaque année. Donc elles se déroulent dans des lieux différents chaque année. En 2024, comme c'est une année paire, il y avait le congrès de la SMAI qui avait eu lieu à l'île de Ré. Et en 2025, donc à l'île de Ré, c'était l'université de La Rochelle qui l'avait organisé. Et en 2025, c'est le congrès CANUM et c'est l'université de Bordeaux qui va l'organiser. J'ai pu aussi bénéficier, alors là on avance un petit peu dans ma thèse, j'ai pu bénéficier du soutien de la SMF quand j'ai demandé ma mise en disponibilité. Parce que comme beaucoup de doctorants, j'ai voulu après ma thèse poursuivre la recherche avec un post-doctorat. Et pour ça, quand on a l'agrégation, il faut demander une mise en disponibilité. Et parfois c'est difficile de l'avoir parce que les académies sont déficitaires en professeurs de mathématiques. Et du coup, les recteurs ne donnent pas forcément facilement ces mises en disponibilité. Et donc, si vous êtes comme moi et vous nous écoutez et vous avez un petit peu de mal à obtenir cette mise en disponibilité, la SMF peut vous aider et j'ai eu un soutien de la SMF. Ouais, j'ai eu le cas aussi pour un doctorant. Un mot peut-être pour clarifier ce que tu viens de dire. Donc, l'agrégation, c'est un concours de recrutement. C'est pas un diplôme. Qu'une fois qu'on le réussit, normalement, on doit prendre son poste. Et pour peu qu'on soit rattaché à un rectorat qui est très demandeur, comme sont les académies de Créteil ou de Versailles, il y a une pression monstre, en fait. Et effectivement, moi, j'ai eu le cas d'un doctorant pour lequel on a fait appel à alors, je ne sais plus si c'était la SMF ou la SMAI, mais pareil, on a demandé un appui pour être sûr d'obtenir la mise en dispo. Non, je ne savais vraiment pas que cette possibilité existait, donc c'est bon à savoir. Voilà, c'est bon à savoir. Moi, je suis un peu interloquée par le fait de devoir prendre un poste après la réussite d'un concours. Mais c'est comme pour les concours de maître de conf. Imagine, tu es classé première quelque part, et puis au 1er septembre, tu n'es pas là. Mais si j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Mais pour les concours maître de conférence, il n'y a pas d'analogue, tu vois. Ça voudrait dire qu'on te garde ton poste le temps que tu fasses quelque chose d'autre et que tu reviennes. Ça n'existe pas. Non, ça n'existerait pas. Non. Et pour l'agrég, c'est pareil. D'accord. Sauf qu'il y a la mise en dispo qu'on peut obtenir, mais voilà, c'est une démarche. Quoi. En fait, la mise en disposition sert à garder le poste dans le cas où on voudrait le reprendre. Exactement. Ouais. Revenir quelques années plus tard, après un postdoc, par exemple. D'accord. Oui. C'est ça la différence. Exactement. Et en parlant de concours, justement, au moment où j'ai passé les concours de maître de conférence, j'ai pu suivre l'évolution du concours grâce au site Opération Poste. Donc je pense que vous trois autour de la table, vous savez de quel site je parle. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas de quel site je parle, il s'agit d'un site qui liste les personnes auditionnées au concours de maître de conférence et qui va aussi afficher la liste des personnes classées suite aux auditions. Mais cette liste apparaît au fur et à mesure du concours et pas à la toute fin comme sur le site officiel. Et donc, le site Opération Poste est géré par une équipe totalement dédiée à Opération Poste, mais je voulais juste mentionner que c'est un site qui est hébergé par la SMAI. Et donc, si, comme moi, vous nous écoutez, vous êtes passé par les concours de maître de conférence, je pense que vous avez rafraîchi au moins 4 ou 5 fois par jour la page à un moment donné dans votre vie. Mais, je rebondis aussi dessus. C'est une spécificité des matheux, ça. Il y a des domaines où il n'y a pas... En fait, la plupart des domaines, des autres sections universitaires, il n'y a pas d'équivalent à ça. Donc, j'ai un bon copain qui a été recruté maître de conférence en lettres il y a quelques années. Il m'expliquait un peu comment ça se passe. Alors, certes, il y a un moment ou un autre une liste qui est publiée, qui est la liste des classés. Mais parfois, obtenir la composition d'un comité, savoir la liste des auditionnés, tout ça, c'est
en fait, c'est un jeu de pistes, quoi. Et qui introduit évidemment des biais, parce qu'en fonction de si on est proche ou pas du comité en question, on peut avoir plus d'informations, alors que nous, on gagne beaucoup en transparence avec cette interface-là. Et si j'ai bien compris, Opération Poste est maintenue par des bénévoles qui sont eux-mêmes mathématiciens et mathématiciennes. Exactement. Oui, tout à fait, Oui. ça C'est vient pas du une ministère. équipe Non. dédiée à ça. C'est... Oui, les j'ai dit chercheurs-chercheuses. équipe, c'est parce que c'est des enseignants-chercheurs, donc bénévoles, enseignants-chercheurs comme nous, qui, en plus de leur mission d'enseignement et de recherche, vraiment mettent à jour le site au moment du concours. Parce qu'ils sont persuadés de l'utilité qu'il peut Voilà, avoir. exactement. Oui. Tu Pour fais ça pour la aplanir les communauté. différences. En fait, ça fait partie des tâches comme de nombreux autres qu'on fait pour la communauté. Et comme tu dis, tu as bien expliqué le fait que ça puisse aplanir les différences entre les doctorants ou doctorantes qui sont peut-être dans des centres, des laboratoires très bien entourés, et puis ceux qui sont peut-être plus loin de la vie mathématique. Tout à fait. Exactement. Et un autre exemple d'action, donc depuis 2 ans, j'organise avec des collègues de Strasbourg et de Nancy un stage de mathématiques pour lycéennes du Grand Est. C'est un stage de recherche en mathématiques et informatique pour leur faire découvrir ce qu'est la recherche en mathématiques et en informatique. Et c'est un stage qui vise en fait à lutter contre la désaffection des filles dans les maths, dans les études de maths et d'info. Et c'est un stage qui est 100% gratuit pour les lycéennes. Ça demande beaucoup de préparation, mais les 2 éditions qui ont eu lieu vraiment se sont très bien passées, et les filles nous impressionnent à chaque fois par leur volonté de comprendre des mathématiques qui sont vraiment au-delà des mathématiques enseignées au lycée. Et pour rendre ce stage gratuit pour les lycéennes, on a besoin de beaucoup d'apports, de beaucoup de soutien, et notamment les sociétés savantes nous ont soutenus, et surtout la SMF, qui avec l'association Animat et le programme Maths C2+, nous a soutenus financièrement, mais aussi dans tout ce qui est démarche auprès des assurances, pour établir des contrats pour les différents intervenants. Donc là, vraiment, on a un fort soutien de la SMF. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de mentionner un autre exemple de stage, le stage Maths C'est pour elle, qui est un stage pour étudiantes, donc cette fois-ci des étudiants de licence, la L1, L2, L3, qui est un stage justement pour leur permettre d'explorer un petit peu différemment les mathématiques. Et c'est des stages de combien de temps à chaque fois ? Alors le stage qu'on organise, nous, d'ailleurs j'ai pas donné son nom, c'est un stage qu'on appelle les cigognes, en lien, c'est un petit clin d'œil avec le stage des cigales qui a lieu à Marseille, qui est un stage un peu similaire et qui existe depuis 5 ans déjà. Les auditeurs et auditrices fidèles sauront de quoi on parle, puisque le dernier épisode de la saison précédente a été tourné lors du stage Les Fourmis. Et donc, il a été enregistré en présence de 20 des jeunes lycéennes qui étaient là. Et ben voilà, le stage des fourmis, c'est exactement le même principe que nous, le stage des cigognes. Donc nous, c'est sur une semaine, enfin sur 5 jours. Les stages Maths C'est pour elle aussi, je crois que c'est une semaine, enfin 5 jours. Et donc pour finir, je voulais aussi dire que en tant que membre de la SMF et de la SMAI, je prends plaisir tous les trimestres à recevoir la gazette de la SMF, à recevoir le bulletin d'information de la SMAI, qui s'appelle le bulletin Maths-Appli. Et dans cette gazette, dans ce bulletin, il y a des articles scientifiques pour voir les avancées récentes, des articles de nos collègues. Il y a aussi des articles en lien avec l'enseignement, notamment il y a souvent des rubriques sur l'enseignement en école d'ingénieur. Et il y a aussi plein de rubriques sur la vie de la communauté mathématique en général. Et pour beaucoup d'entre nous, et moi la première, justement, parler de la communauté mathématique, c'est naturel, c'est normal. Sauf que je pense que justement cette communauté mathématique existe au-delà des frontières de chaque université grâce à des sociétés savantes comme ça qui fédèrent la communauté, et surtout, on en a parlé un petit peu avant, surtout grâce à des collègues parce que les sociétés savantes marchent aussi et fonctionnent aussi grâce à des collègues qui sont des enseignants-chercheurs et qui, en plus de leur mission d'enseignement et de recherche et de médiation, prennent du temps bénévolement pour s'impliquer dans les bureaux de ces différentes sociétés savantes. Donc cette carte blanche, c'est aussi l'occasion de les remercier, tous ces collègues qui s'investissent pour le bien de la communauté mathématique. Eh bien, on s'ajoute à soi pour les remercier également. Tu leur as très bien rendu hommage en brossant le portrait de ces sociétés savantes. Et effectivement, je trouve ça chouette le fait que tu aies
rebalayer ton parcours en disant à chaque moment comment les sociétés savantes t'ont finalement aidé. Ça rend ça plus concret en fait. Oui, parce que ça. c'est vrai, on se rend compte on sait qu'elles font beaucoup de choses, mais quand on le voit à échelle humaine, bah moi ça m'a impacté comme ci, comme ça rend ça d'autant plus... ça met ça en perspective, quoi. Donc, exactement. Merci beaucoup Clémentine, c'était top. Eh bien, ça y est, on va tranquillement se diriger vers la fin de cet épisode. Est-ce que, avant qu'on se quitte, toujours pour que les auditeurs auditrices puissent prolonger le plaisir en se nourrissant spirituellement, culturellement, tu aurais des recommandations à leur faire parvenir? Oui, alors quand on étudie des EDP, les équations de dérivées partielles, bien souvent, enfin assez rapidement dans notre étude, on nous parle de la transformée de Fourier. C'est un moyen qui permet de réécrire l'EDP de manière plus simple pour essayer de la résoudre. On nous parle aussi assez rapidement dans nos études de l'équation de la chaleur, de l'EDP de la chaleur, qui permet de modéliser la température dans une tige métallique qui serait chauffée à un des bouts. Et tout ça, l'équation de la chaleur, la transformée de Fourier, en fait, ça vient d'un mathématicien, Joseph Fourier, qui a un très grand héritage, qui nous a laissé un très grand héritage en mathématiques, mais finalement, c'est un scientifique dont la vie n'est peut-être pas très connue du grand public. Et donc j'ai une recommandation sous forme d'une bande dessinée. C'est une bande dessinée de la collection DocuBD aux éditions Petit à Petit, qui s'appelle Les Oscillations de Joseph Fourier, qui a été écrit par Emmanuel Marie et Emmanuel Cerisier. Et donc cette bande dessinée, à la fois, comme tous les bandes dessinées de cette série DocuBD, à la fois il y a quelques pages quelques planches de bande dessinée, 4 ou 5 planches, et ensuite une page documentaire qui réexplique des concepts mathématiques. Et cette page documentaire a vraiment été faite en travaillant avec des mathématiciens. Donc c'est des pages qui sont très riches, qui sont très bien documentées. Et donc notamment on voit que la vie de Joseph Fourier aurait pu être très différente, puisqu'il allait prononcer ses vœux pour rentrer dans les ordres, quand un gros événement a eu lieu, c'est la Révolution française, donc qui a été un événement historique pour l'histoire de France, mais aussi pour son histoire à lui, puisque finalement il n'a jamais prononcé les vœux, il s'est engagé dans la Révolution, puis ensuite il s'est engagé auprès de Napoléon pour les campagnes en Égypte. Et donc voilà, on apprend vraiment l'histoire de Joseph Fourier, et on apprend aussi combien ses travaux sont encore utiles aujourd'hui, et combien son héritage, par exemple, est utile pour tout ce qui est compression d'images, notamment avec le format JPEG. Tout à fait. Donc voilà, c'est une bande dessinée que je recommande. Notre monde fortement. numérique sans transformer de Fourier, c'est pas la même en fait. Exactement. Donc c'est incroyable, comme quoi les répercussions de la Révolution française vont se nicher jusqu'à des endroits dont on n'aurait pas idée. Exactement. Super. En fait, c'est la même collection que la BD de Sophie Germain que j'avais recommandée dans un précédent épisode. Exactement, ouais. C'est vraiment... ce format que tu décris, il est top, en fait. Quelques planches, plus ensuite la page de documentation. Puis j'imagine que le dessinateur, c'est peut-être le même. En tout cas, le dessin de la BD de Sophie Germain était superbe. Oui. Alors, je ne sais plus de tête si les deux BD sont avec le même dessinateur, mais je trouve effectivement que les dessins sont vraiment agréables à regarder. Bon, super. Et je mettrai les références comme d'habitude. Ayman, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander ? Oui, j'ai une recommandation moi également, et c'est un blog. Alors des blogs, j'en lis plusieurs, mais là c'est un blog que je lis depuis, je pense, une vingtaine d'années. Wow. Je suis ça un peu régulièrement depuis. Et c'est le blog d'un enseignant-chercheur qui s'appelle David Mador. David Mador, il est maître de conférences à Télécom. C'est un blog qui n'est pas son blog, qui n'est pas un blog professionnel, quoi. Donc il y a des articles qui traitent d'un peu de tout, mais il a une vraie capacité de vulgarisation, je trouve. Et c'est quelqu'un qui a un esprit très éclectique. Donc on parlait de Sofia Kovalevskaya plus tôt. Là, c'est également quelqu'un qui a un peu touche à tout. Et ce que je trouve intéressant, alors c'est parfois un peu verbeux, il faut pas hésiter en tout cas moi c'est mon cas, à pas lire forcément l'article en entier, mais j'ai appris une quantité de choses incroyables sur ce blog, et ça peut relever de domaines mathématiques qui sont loin du mien, donc la géométrie ou la logique, qui sont un peu les domaines d'appétence de David, mais aussi des sujets comme, je sais pas,
les identités de genre, le droit constitutionnel, ou plus récemment l'esprit de compétition qui peut régner au JO et les critiques qu'on peut en faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que ça vient de quelqu'un qui est très, très sensible à la notion de définition et d'énoncé précis, quoi. Donc c'est très sécurisant pour moi de lire quelque chose de très factuel, et là c'est le cas. Donc vraiment je le conseille parce que c'est une mine de culture quelque part. Super, et c'est un nouveau format qu'on n'avait pas encore recommandé, le blog. Donc moi je suis toujours friande de proposer des choses sur plein de formes diverses. Donc merci beaucoup Ayman. Eh bien très bien, il est temps de se quitter maintenant. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et donc on va terminer avec la traditionnelle question. Clémentine, qu'est-ce que tu souhaites accomplir ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un accomplissement, mais en tout cas, je pense que mon épanouissement personnel viendra d'un équilibre entre les différentes tâches qu'on a quand on est enseignant-chercheur, donc l'enseignement, la recherche, la médiation scientifique, les tâches administratives. Et alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un diagramme de Kvyat. Non. Mais c'est Un diagramme de Kvyat. Donc il y a eu 3 noms autour de la table. Dans un autre contexte. C'est le diagramme en forme de toile d'araignée ou le diagramme en forme d'étoile. Ah oui. Et sur chaque branche de l'étoile, moi j'y associe une tâche, donc l'enseignement, la recherche, la médiation scientifique, les tâches administratives. Et la grosseur et la largeur de la branche dépend du temps qu'on met pour faire cette tâche et du côté chronophage de cette tâche. Et alors ça dépend des années, mais de temps en temps, quand j'essaye de représenter mon métier, j'ai des branches qui sont surdimensionnées. Donc parfois ça va être l'enseignement, parfois ça va être les tâches administratives ou la médiation scientifique. Et de temps en temps, j'ai des branches qui sont un peu atrophiées ou en tout cas qui sont toutes petites. Donc moi j'aimerais bien rééquilibrer mon étoile. Pour avoir un joli pentagone. Voilà, exactement. Et trouver une sorte d'équilibre entre toutes ces tâches, l'enseignement, la recherche, la médiation, les tâches administratives, qui correspondraient à mon équilibre à moi, qui me conviendraient à moi. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais bien accomplir. Rééquilibrer ton étoile, je trouve ça joliment dit. Tu vas pas en parler, d'essayer de trouver un équilibre dans sa vie professionnelle. Eh bien écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite alors, Clémentine. Merci infiniment de t'être déplacée, de t'être jointe à nous, d'avoir partagé tes connaissances, ton expérience avec toi. C'était vraiment très très chouette de t'avoir. Et merci beaucoup pour cet enregistrement. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Et puis, merci à mes acolytes du jour, Ayman et Nastasia. Merci à toi. Et merci à toi, Nathalie, d'avoir si joliment dirigé la conversation. Merci. Et enfin, last but not least, merci également à vous, auditeurs et auditrices, d'être restés jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, même si vous nous écoutez traditionnellement par d'autres canaux. Comme je le dis toujours, ça prend très peu de temps, c'est vrai. Cliquez juste sur 5 étoiles, c'est très rapide. Mais ça aide énormément avec les algorithmes. Donc n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas également à vous rendre sur la chaîne YouTube du podcast pour aller liker et commenter. Vous trouverez les liens pour vous y rendre dans la description de l'épisode. Comme toujours, c'était un plaisir. À bientôt dans le prochain épisode.